tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité internationale Ailleurs dans le monde. Les Camerounais ont voté dimanche dernier pour choisir leurs députés et conseillers municipaux. 6,8 millions d'électeurs étaient attendus dans les 26 336 bureaux de vote recensés pour l'occasion. Ces élections législatives et municipales, reportées à 2 reprises depuis 2017, devaient être remportées par le parti du président Paul Biya, qui bénéficiait d'une large majorité dans le Parlement sortant. Il faut préciser que les principaux partis de l'opposition ont appelé au boycott de ces élections. Quels étaient les enjeux de ces élections? Comment s'est déroulé ce double scrutin dans un contexte sécuritaire sous haute tension? Nous serons en liaison avec notre correspondant Dania Ebongue, journaliste et président de l'Association des blogueurs du Cameroun. Sur le plateau, je suis en compagnie des journalistes Aristide Kenda et Thomas Guessambi. Messieurs, bonjour et merci d'être présents. Bonjour Fatim. Bienvenue. Merci. On va s'intéresser bien sûr à l'élection du 9 février dernier, mais avant j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on revienne un peu en arrière. Le président actuel, donc président sortant, Paul Biya, a remporté l'élection présidentielle de novembre 2018, mais les résultats ont été particulièrement contestés. Un an après cette élection, quelle est la situation politique du Cameroun? Thomas Guessambi. La situation n'a véritablement pas changé, si ce n'est peut-être la position géographique des acteurs. Quand je parle de position géographique des acteurs, le président Paul Biya, qui peut se retrouver au Cameroun et après à l'extérieur du pays, et lancer l'initiative d'une réconciliation, le principal opposant qui est arrêté après ces élections en 2019 et qui ressort, qui se trouve être en ce moment au Canada, mais qui, visiblement, avant les élections, avait déjà lancé un appel au boycott de ces élections parce que, dit-il, les conditions n'étaient pas réunies pour que le jeu soit on ne peut plus clair. Donc je dois dire que la contestation peut-être a changé de cheminement, mais toujours est-il que la contestation est toujours véritable et cela se ressent dans les flux de presse que nous donne à la fois la presse nationale comme la presse internationale. Aristide Kenda. Il faut dire, comme a dit Thomas tout à l'heure, que la situation n'a pas beaucoup évolué parce que même à l'issue de ces élections, peut-être il y aura une légalité, mais il y a une question de légitimité parce que l'enjeu de ces élections législatives et municipales, élections couplées, c'est le taux de participation. Vous avez vu qu'à la mi-journée dimanche, on était à moins de 10% et on parle même d'un taux d'abstention, d'un taux de non-participation de moins de 25%. Donc, on ne peut pas seulement compter sur la légalité, il faut aussi compter sur la légitimité. Donc, il y a un véritable problème. Le président Paul Biya parle d'une avancée démocratique à grands pas, mais on peut aussi lui dire que ce sont des pas de loup parce que ce sont des pas inaudibles, pas visibles, et visiblement, on est dans une situation qui va de mal en pis pour la simple raison que Biya est en fin de parcours. Il a duré au pouvoir et c'est les conséquences d'un régime qui est sclérosé par le temps et puis l'usure du pouvoir. Alors le parti au pouvoir dont vous parlez, celui du président, le RDPC domine la scène politique depuis déjà fort longtemps. Et il comptait 148 des 180 sièges de l'Assemblée nationale et 81 des 100 sièges du Sénat. Monsieur, comment expliquer la faible représentation de l'opposition? Bien entendu qu'il y a aussi quand même la volonté politique de ceux qui ont les rênes du pouvoir à bien vouloir ouvrir le jeu à l'opposition en favorisant un certain nombre de choses qui peuvent passer par le découpage électoral, qui peuvent passer par les textes de loi qui encadrent le processus électoral. Et donc, si tout cela n'est pas réuni, en fin de compte, à la vérité, c'est qu'on a tenté de tendre une main, mais qui était une main fantoche, alors qu'en réalité, on n'a rien tendu. Donc, qu'est-ce qui devrait pouvoir motiver pour moi la classe dirigeante ou bien le pouvoir? C'est naturellement le gémissement du peuple et le gémissement de ceux qui sont dans cette lutte politique, les opposants. Mais comme vous le dites, quand on a 148 députés sur 170, quand on a dirigé pendant des décennies et qu'au niveau de l'indice de développement humain, on est classé 138e, 678, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu d'avancée.
il n'y a vraiment pas eu de progrès. Donc la question ici, c'est est-ce que je garde le grand nombre d'élus pour dire que je suis représenté sur l'étendue du territoire, mais en matière de développement, s'il n'y a pas d'avancée, je pense que c'est tout simplement de la littérature politique. Alors, je réitère ma question, mais je vais peut-être la formuler autrement. À vous écouter, c'est lié au stratagème, aux stratégies du pouvoir en place, hein, qui pénalisent finalement l'opposition. Mais comment juste comprendre que cette opposition ne suscite pas plus d'engouement? Si Paul Biya, comme on le dit régulièrement dans la presse, est contesté, comment se fait-il que cette opposition, qui est quand même présente depuis 37 ans qu'elle attend de prendre le pouvoir, elle est incapable de mobiliser les populations? Fatim, je vais vous faire une petite genèse pour que vous compreniez mieux. Paul Biya, ça a été le seul premier ministre du président Ahidjo, le premier président du Cameroun. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il est victime d'un coup d'État manqué et il rentre dans sa coquille. Et quelques années plus tard, en 90, il y a les vents d'Est et puis les mouvements de retour au multipartisme. Et Paul Biya, qui est diplômé des hautes études politiques de Paris, donc conçoit une stratégie pour rester au pouvoir. À partir de ce moment, il ne s'occupe plus du peuple. Ce qui lui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir. Et donc, il conçoit une stratégie dont lui seul détient le secret. Il ne fait confiance à personne et il arrive à faire en sorte que les populations se neutralisent entre elles. Et qu'est-ce qu'il conçoit comme stratégie? Il fait exactement comme a fait le conseiller de ce roi, de cet empereur chinois, où il a dit, au lieu de dépenser beaucoup d'argent, aller dans une guerre qui pourrait coûter en vies humaines, il faut juste tuer l'école et introduire la corruption. Et au bout de 2 décennies, vous avez un pays qui est dirigé par une population d'ignorants. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Quand vous regardez bien, il y a 2 ans, le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, c'est un candidat qui est décédé entre les 2 tours, entre les écrits et les oraux, qui est sorti major. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que la liste de ceux qui sont admis, la liste est connue à l'avance. Ensuite, le président Biya, il a fait quoi? Il a joué sur le temps. Son principal adversaire pendant des années, qui vient des zones anglophones, il n'a jamais prononcé son nom pendant 23 ans. Et au bout du compte, ce gars est sorti des rangs, c'est-à-dire John Fundi. Aujourd'hui, au Cameroun, quand vous allez à Douala, il y a au moins 200 000 conducteurs de mototaxi. Vous imaginez la promiscuité. Ça veut dire quoi en réalité? C'est une stratégie pour permettre aux bailleurs de fonds, quand ils arrivent, de dire, vous voyez le désordre, il y a la corruption. Il a mis 2 gouvernements en prison, c'est-à-dire ses propres ministres. Alors qu'on contrôle l'action gouvernementale en amont, lui contrôle l'action gouvernementale en aval. Et je vais finir par là, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas de conseil des ministres au Cameroun. C'est comme une entreprise qui ne fait pas de progrès. On va parler du bilan de Paul Biya, mais j'aimerais que l'on prenne notre correspondant en liaison depuis Yaoundé. Bonjour Daniel Ebongué. Plusieurs partis de l'opposition avaient appelé au boycott de ces élections. Quels étaient les grands absents? Bonjour Fatim, bonjour la RTI. Nous sommes très heureux de vous saluer depuis Yaoundé. Alors, le grand absent de ce double scrutin, élection couplée législative et municipale du 9 février 2020 au Cameroun, c'est bien entendu le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, étant entendu que ce mouvement, dont le leader s'appelle Maurice Kamto est arrivé 2e à l'issue de l'élection présidentielle de 2018, juste après le président Paul Biya. Donc, on s'attendait à ce que le leader et ses militants poursuivent la bataille au niveau des législatives et des mairies, mais ça n'a pas été le cas. Le président de ce mouvement avait demandé à ses militants de ne pas se présenter. Il n'a pas candidaté et il y a eu un appel au boycott de son parti et de quelques autres partis que le président Paul Biya, lui, à l'issue de son devoir citoyen, puisque lui, il a voté et a demandé à voter, a minimisé l'action de ces petits partis politiques. Le parti de la majorité présidentielle peut-il vraiment perdre ces élections? C'est la grande inconnue de ce scrutin, mais la vitalité démocratique au Cameroun nous prescrit quand même un peu de prudence et de recul avant de répondre à cette question, parce que, outre l'absence du MRC qui était attendu, il y a quand même 4 grands partis politiques qui ont eu le plus de candidats à la fois pour les législatives et pour les municipales. Il s'agit du RDPC, le parti au pouvoir, l'UNDP de Bello Bouba, le SDF de John Fundi et le PCRN dont le porte-flambeau est M. Cabral Libi,
qui est un jeune qui s'est retrouvé 3e à l'élection présidentielle et qui mobilise quand même l'électorat entre 25 et 40 ans, qui est sa génération. Donc, il faudra s'attendre quand même à des surprises dans certains exécutifs communaux et dans certains postes de parlementaires. Ça peut se jouer dans les grandes villes comme Yaoundé ou Douala, où parfois certains partis politiques étaient détenteurs des sièges dans les mairies, mais ne pouvaient pas élire le grand maire, puisqu'à l'époque, le grand maire de la ville n'était pas élu, il était nommé par l'administration. Du coup, il y avait un conflit entre le choix des électeurs et le choix de l'administration. Désormais, la loi est claire. À l'issue de ces élections des conseillers municipaux, ce sont les conseillers municipaux eux-mêmes qui vont élire le grand maire de la ville. Donc, imaginez si dans certaines villes, la majorité de l'opposition, tout porte à croire que le super maire sera peut-être issu de cette ville. Et le président Paul Biya a fait aussi une révélation à l'issue de ce double scrutin, c'est qu'immédiatement après l'élection de ces conseillers municipaux, on va passer à l'élection des conseillers régionaux. Et ce sont ces mêmes conseillers municipaux qui vont devoir les élire. Donc, du coup, on est dans une configuration où le jeu politique peut complètement se transfigurer au Cameroun. Rien ne sait, on ne peut rien attendre de toutes les façons, on verra. Mais notre pronostic est qu'il y aura quand même un grand jeu d'équilibre entre certains partis d'opposition et le RDPC au pouvoir. Alors les séparatistes avaient appelé les populations des régions anglophones à tout faire pour empêcher la tenue du scrutin. On a enregistré plusieurs villes mortes le jour du vote. Était-ce pour des raisons électorales ou sécuritaires ? Alors, de la bouche du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, lors de son point de presse à l'issue de cette élection, on a observé quelques attaques des séparatistes anglophones pendant la campagne, ce qui fait que sur le terrain, il n'y a pas eu beaucoup de partis politiques en dehors du SDF et du RDPC qui se sont déployés dans les deux régions anglophones. Mais pour la journée de vote, pas d'incident majeur, même si les populations étaient apeurées, certains atterrés, n'ont pas eu le courage de sortir à cause de l'intimidation des séparatistes. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, à Oku, à Santa, à Batibo, à Bambili ou à Bamenda dans le nord-ouest, à Limbe, Manfé, Boya et dans le Lébialem dans le sud-ouest, les gens sont allés voter. Peut-être pas en masse, peut-être timidement, mais nous pouvons affirmer quand même que certains électeurs courageux, qui ont quand même bravé les mots d'ordre de boycott et les menaces des sécessionnistes, ont quand même décidé d'aller voter. Alors ces élections ont eu lieu dans un contexte de tension. Y a-t-il eu des incidents liés au vote ? Alors, il y a quand même eu 16 000 observateurs qui étaient présents, 16 000 observateurs nationaux et internationaux. Et d'après les avis recueillis auprès de ces observateurs, les élections se sont plutôt bien déroulées dans l'ensemble. Certains de ces observateurs déplorent quelques incidents dans certaines villes, notamment l'ouverture de certains bureaux de vote après l'heure, c'est-à-dire 8h30. C'est le type d'incident qu'on peut relever. On peut relever aussi dans la Damawa, c'est précisément dans la ville de Menganga, quelques soucis avec des électeurs qui n'avaient pas de carte nationale d'identité, puisque c'est une pièce exigible pour aller au vote. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est l'éloignement de ces populations vis-à-vis des postes d'identification. Et parfois, c'est essentiellement des populations nomades qui sont des éleveurs, qui ne restent pas sur place et qui ne réussissent pas souvent à se faire identifier correctement, ce qui a biaisé un peu, dans cette ville précisément, les opérations de vote, puisque des gens étaient détenteurs de cartes d'électeurs, mais pas de carte d'identité, soit parce qu'elles étaient périmées, soit parce qu'elles étaient égarées. Alors, deux faits majeurs ou deux insolites ou deux faits divers, selon, ont été enregistrés dans la région de l'Ouest, au Cameroun, dans le Noun, pas loin de Fumban, où un bureau de vote a été saccagé par des militants visiblement énervés, on ne sait pas pourquoi. On peut relever également ce fait à Banwa d'une personne non identifiée, d'un inconnu qui s'est introduit dans un bureau de vote, qui s'est emparé d'une urne et qui a pris la fuite. On ne sait pas qui est cet individu. Il a été rattrapé par les populations. En tout cas, l'urne a été rattrapée puisqu'il a réussi à prendre la fuite. On ne sait toujours pas pourquoi. Donc, vous avez quelques incidents comme ça, des bureaux de vote qui ouvrent tard, des personnes qui ne sont pas identifiées,
ou des gens qui se livrent un peu en spectacle. Mais en dehors de ces incidents, sur le plan sécuritaire en tout cas, l'élection s'est très bien déroulée le 9 février au Cameroun. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut vous affirmer pour le moment. Nous pensons très sincèrement que la peur gagnait les esprits, il y avait les inquiétudes, il y avait beaucoup d'hésitations, tant au niveau de l'appel au boycott, tant au niveau des menaces des sécessionnistes dans les deux régions. Mais au final, les deux élections se sont déroulées au Cameroun. Et la suite, c'est maintenant d'attendre la nouvelle nomenclature politique dans nos mairies et à l'Assemblée nationale. Merci et à très bientôt. Au revoir la Côte d'Ivoire. Merci Dania Ebongué. Alors, je voulais qu'on s'intéresse dans cette seconde partie de l'émission à la situation sécuritaire. Mais avant, par rapport à vos propos, on va poursuivre un peu cette conversation. Vous avez décrit une situation finalement qui se vérifie dans tous les pays africains, ou en tout cas une grande partie. Nous avons des taux de scolarisation ou d'alphabétisation qui sont très faibles. Nous avons aussi une corruption très élevée. Est-ce à dire que tous les chefs d'État ont sciemment voulu et programmé cela? Thomas Guessambi. Bien entendu, je pense sur votre plateau ici que je partageais le cheminement de la politique. Il y a la conception. Dans la conception, comment faire pour arriver au pouvoir. Il y a ensuite la conquête. Il y a des hommes de la conception, les hommes de la conquête, et il y a les gens de la gestion et de la conservation du pouvoir, qui par tous les moyens trouveront toujours le génie pour conserver le pouvoir. Ce que je dois dire ici, en relevant à ce qu'on vient de voir, vous avez posé la question de savoir qui est le gagnant finalement, ou du moins c'est qui est le perdant. Moi, je ne voulais pas qu'on cite uniquement que les candidats, parce que dans les élections, il y a un acteur majeur qui est le peuple. Et c'est la population qui n'est pas sortie en grande masse. Donc je pense ici que c'est plus ça qu'il faut noter. C'est un message qu'il faut entendre. Qu'il faut noter que les hommes politiques. Et ici, on peut peut-être se targuer dans le camp du pouvoir en place pour dire qu'il n'y a pas eu de heurts. Mais est-ce que le tout, c'était qu'il y ait des élections sans heurts ou une élection inclusive qui donnerait un signal que la stabilité d'un pays qui fait partie d'un ensemble de pays de l'Afrique centrale, qui sont des pays au sous-sol extrêmement très riches, que ces élections-là viendraient pour amorcer un développement qui ne connaîtra pas de grondement de situation. Donc, si vous voulez, c'est de bonne guerre. Il y a des hommes, des hommes d'État, il y a des gouvernements qui mettront tout leur génie en œuvre pour conserver le pouvoir. Qu'importe ce que cela peut porter comme coût à la jeunesse, cela peut porter comme coût à l'éducation, à la santé et bien entendu au développement infrastructurel qui font des indicateurs de développement d'un pays. Un dernier mot avant qu'on passe à la Oui, pour revenir à ce que Thomas dit, Fatim, dans le système politique, il y a la structure politique, c'est-à-dire le parti et toutes les structures. Il y a la culture politique. Les gens s'étonnent toujours de savoir, et dans la culture politique, il y a 3 dimensions, et dans la dimension affective. Les gens s'étonnent toujours de savoir pourquoi est-ce que Biya, autant contesté, reste au pouvoir et il est aimé. Ce que, fondamentalement, certains expliquent ça de façon métaphysique en disant, quand il est arrivé au pouvoir, les populations lui ont donné les bénédictions, et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Et dans le même temps, ils ne comprennent pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que le président Biya, au moment où il a décidé de rester au pouvoir, il a conçu un système qui lui permettait de rester au pouvoir. Et la corruption introduite dans la société a fait en sorte que le principal opposant, parce que dans tous les pays démocratiques, le pouvoir en place a toujours un opposant. Et le principal opposant, en allant simplement causer avec le président, devient suspect. Parce qu'on le suspecte d'aller à la mangeoire. Et la première fois que le président Biya rencontre John Fundi, qui était le principal opposant, et c'est ce jour qu'il perd sa légitimité auprès des populations, parce qu'il y a une corruption ambiante, c'est quand on fêtait les 50 ans de la réunification, pas de la réunification, mais la mise en commun des deux pays à Fumban en 1963. Et ils le font où? À Bamenda. Et quand ils rencontrent le président Biya, le simple fait de rire avec le président, de sourire avec le président... Ça l'a discrédité. Ça l'a discrédité. Donc, le président Biya est un fin homme politique qui ne parle pas beaucoup, qu'on ne sent pas, qui n'intervient pas. Les politiciens les plus taiseux sont les plus stratèges, puisque l'autre aussi célèbre pour ça, c'est Kabila, qu'on n'entend jamais, mais dont on comprend beaucoup de choses. Alors,
situation sécuritaire, la crise anglophone. Je rappelle que la majorité francophone du Cameroun a obtenu son indépendance dès 1960 de la France, tandis que la partie en fait anglophone, qui représente donc le sud-ouest et le nord-ouest, a rejoint le pays un an après en obtenant son indépendance du Royaume-Uni. Et dans un premier temps, le Cameroun a opté pour un fédéralisme avant de consacrer l'État unitaire dans la Constitution de 1972. Messieurs, est-ce que cette crise anglophone, est-ce que ces causes ne sont-elles pas finalement aussi anciennes que la naissance de ce pays? Sur la question, le Cameroun n'est pas le seul exemple de pays morcelés pour trouver de part et d'autre de la frontière issue de la colonisation d'un même groupement qui partage la même langue, qui partage la même culture. Je veux dire que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, un peu partout. Mais le plus important ici pour moi, et je reviens toujours sur la question, je pense il y a la gouvernance, il y a la redistribution de la richesse. Auquel cas, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait fouiller dans l'histoire pour voir que tel peuple est arrivé ici un peu plus tôt que nous, donc nous sommes dépositaires de cette terre. Non, pour moi, le problème se situe beaucoup plus dans la gouvernance et dans la redistribution de la richesse. Et je pense, moi j'ai un peu partagé l'histoire du royaume chérifien, où je pense pour le roi actuel, il était question plus, là où il y avait les contestations, de maximiser l'investissement là-bas. Pour une population qui a un niveau de développement tel que les populations voisines, je pense que la gronde serait moindre et la volonté sécessionniste serait moindre aussi. On aurait dû soit décentraliser, soit avoir une meilleure redistribution. Écoutez Thomas Guessambi. Fatim, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que le Cameroun n'est pas une colonie française ni une colonie anglaise. C'est une colonie allemande, mais a été mis sous protectorat, sous tutelle la France, et divisé et donné à deux pays pour gérer. Et le Cameroun, n'étant pas une colonie française, en 1963, comme après la Grande Guerre, on a été sous mandat de la SDN et puis placé sous tutelle de la France et de l'Angleterre, ces deux pays ont décidé, pour les indépendants, de se mettre ensemble et former un État fédéral en 1963. Et chemin faisant, le président Aïdjo a dit en 1972 qu'on fasse un État unitaire. Mais des années plus tard, après Bakassi surtout, parce que l'île de Bakassi était contrôlée par le Nigeria, et quand le Cameroun a repris l'île de Bakassi, il y a donc eu des velléités parce que c'est des richesses. Et non seulement d'un côté, il y a eu des séparatistes qui ont dit « nous on veut notre territoire parce que depuis 1963, vous gérez le pays, nous on ne voit rien dedans et nous on veut notre territoire ». Et ceux de la partie francophone ont estimé que c'était un peu égoïste de leur part du moment où ils voulaient faire un petit Qatar entre eux avec des ressources et tout ça. Et comme il s'agit de la souveraineté et que le principe de la souveraineté c'est l'unité, le président Biya qui a reçu un pays uni, un pays République unie du Cameroun, qui l'a transformé en République du Cameroun, il ne pouvait pas accepter qu'en partant du pouvoir, qu'il laisse un pays divisé. À partir de ce moment, il y a eu la crise anglophone qui est née des revendications corporatistes. De revendications, justement, je vais vous poser la question parce que voilà 3 ans que les dirigeants anglophones du Cameroun font l'objet de fortes hostilités entre les séparatistes et les forces de sécurité. On estime déjà le bilan humain à plus de 3000 morts, sans compter le demi-million de réfugiés et de déplacés. J'allais vous demander comment en est-on arrivé là, il y a 3 ans. Comment ce scénario macabre a vu le jour? C'est d'abord des contestations d'ordre juridique. C'était des avocats au départ. Des avocats qui ont décidé. C'est des avocats à partir du traité de l'OHADA, le texte de l'OHADA. Et il n'y avait pas la traduction en anglais. Et ils estimaient aussi qu'on affectait dans leur zone des juges qui ne s'exprimaient pas en anglais. Et donc on ne peut pas juger quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'après la crise de la post-électorale, il y a eu un dialogue national où il y a eu des recommandations qui ont été faites. Parmi ces recommandations, la Constitution le permet de donner un régime spécial à ces deux zones et de recruter 500
traducteur et interprète dans l'administration pour justement résoudre ce problème. Mais c'est aussi dû au fait que le président Biya, c'est aussi la faute au président Biya. Parce que dans la Constitution de 1996, il a été dit d'aller à la décentralisation et de donner une certaine autonomie aux régions et aux municipalités. Et vous avez suivi votre correspondant depuis le Cameroun, il dit que désormais, ce sont les mêmes conseillers municipaux qui vont élire le super-maire. Qu'est-ce qu'ils appellent le super-maire? C'est ce qu'on appelle ici, en Côte d'Ivoire, il y a deux. Hein, le gouverneur. Le gouverneur, mais là-bas, ils appelaient ça délégué du gouvernement, parce qu'en réalité, c'est le pouvoir qui est envoyé. Mais le président Biya allait plus loin, et tous ceux qui ont proposé que le super-maire soit originaire de la région, parce qu'à l'époque, on pourrait nommer un super-maire qui n'est pas de la région. Donc, il y a eu des recommandations, il y a eu des avancées, mais la faute, c'est au président Biya, parce que depuis 1996, il a toujours voulu garder le pouvoir, et justement, s'il avait fait la décentralisation, je ne pense pas qu'on serait arrivé à un tel point. Dernière question à Thomas Guessambi. Le Cameroun est confronté depuis quelques années aux attaques du groupe Boko Haram dans l'extrême nord. Le pays peut-il éliminer les incursions de Boko Haram? Merci. Je sais que le temps nous court dans le dos, mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a des phénomènes de contestation, de ressentiment qui sont latents. Il faut juste un élément déclencheur. Donc ça, c'était pour en revenir à l'histoire de la zone anglophone, qui n'attend qu'une opportunité malheureuse pour rebondir sur la question de séparatistes. Mais revenant naturellement à Boko Haram, qui ne fait rien d'autre que à s'infiltrer là où il y a clivage, là où il y a mécontentement, là où il y a disparité. Heureusement, entre les deux phénomènes, ne dit-on pas qu'en deux mots, on choisit le moindre mal. Biya avait déjà choisi que le phénomène Boko Haram serait un moindre mal, et il a raison parce que aujourd'hui, les statistiques donnent la réduction en termes d'incursion, d'attaque de Boko Haram dans ces zones, au point que Biya projette en finir en 2020 entièrement avec Boko Haram. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour votre contribution. On se quitte sur cette citation. Les hommes politiques feraient bien d'écouter nos voix avant de les compter, de Claude Frissonnier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle en direct de Lomé à l'occasion de l'élection présidentielle du Togo. Merci et à bientôt.